Bon, je vais commencer la présentation, j'espère que tout le monde m'entend. Euh, du coup, bonjour à tous. Donc moi je fais partie de la société Hippon, donc merci à CloudWest de me recevoir pour ce talk. Donc l'intitulé de ce talk, c'est accélérer votre intégration AWS grâce à la mise en place d'une liaison hautement disponible avec votre LAN et votre routage. Donc voilà, c'est plus une introduction en fait qu'un titre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, comment communiquer avec des applications hébergées dans votre data center depuis la plateforme AWS, quels sont les différents moyens en fait que l'on peut mettre en place afin d'avoir cette connexion, et du coup orienter le cloud AWS plus comme une extension du LAN que comme une plateforme publique d'hébergement séparé. Voilà, donc en architecture hybride. Dans le deuxième point, nous verrons donc passer d'un modèle de peering à une implémentation régionale entièrement managée. Donc là, on va parler surtout de Transit Gateway. Voilà. Troisième point, donc l'utilisation de Terraform afin d'implémenter le service de manière claire et adaptable. Donc voilà, c'est quels sont les avantages de Terraform pour gérer un service comme Transit Gateway, avec des extraits de code et des explications sur comment nous l'avons mis en place et comment on l'a pensé afin qu'il soit facilement modifiable et qui permette d'être automatisable par la suite. Et après, dans un quatrième temps, nous traiterons des questions qui seront dans le chat. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Romain Blangeant, je suis donc consultant de chez Hippon. Je suis en mission donc en tant que tech lead d'un CCOE sur une plateforme AWS. Je suis aussi formateur officiel AWS et passionné de nouvelles technologies. Vous avez mon lien LinkedIn juste en dessous si vous voulez avoir plus d'informations sur mon profil. Donc, dans la première partie, comment communiquer avec des applications hébergées dans votre data center? Donc ça, c'est une très grande question quand on va sur AWS et qu'on a déjà des applications on-prem. Donc, on ne veut pas se couper déjà des données existantes. Et le but, c'est justement d'avoir une architecture hybride permettant de se raccorder tout en gardant quand même des commodités et respectant les SLA de nos applications. Donc, le premier moyen, c'est le service AWS VPN site à site, qui permet de mettre en place en fait rapidement une connexion donc VPN entre votre data center. Donc là, pour cette architecture-là, il y a la spécificité, c'est qu'il faut créer une Customer Gateway que vous allez, vous, après, rattacher à votre VPC, à un VPC, pardon, du cloud, qui permettra de faire la connexion donc sur les différents subnets de ce VPC-là via ce lien dédié. Donc, comme c'est un VPN, vous allez être dépendant aussi de votre fournisseur d'accès Internet. Donc, il peut y avoir des limitations. Voilà, la bande passante n'est pas garantie. Par contre, c'est facile à mettre en place en quelques minutes sur un environnement. Les limitations, c'est que c'est pas adapté pour des environnements multi-comptes ou multi-VPC où la complexité devient grande de gérer l'ensemble justement de ces virtual private gateway et l'ensemble du routage et les priorités de routage. Donc, on a aussi une possibilité, donc, afin de faciliter aussi le management, c'est d'interfacer ce service-là, donc non plus avec une virtual private gateway qui relié à un VPC, mais de le relier à un service AWS qui s'appelle AWS Transit Gateway et qui nous permet, nous, de connecter plusieurs VPC de manière managée à ce service-là. Du coup, on facilite en fait la connexion sur des architectures multi-VPC et multi-account AWS. Donc, par contre, il y a plusieurs configurations possibles et c'est là où il faut faire très attention. C'est que sur la partie connexion AWS site-to-site, VPN et Transit Gateway, quand vous allez configurer votre VPN, vous allez pouvoir le configurer de deux manières. En fait, de manière donc, vous avez des lignes statiques qui seront propagées et qui définiront en fait votre routage. Et vous allez aussi pouvoir intégrer du BGP. Donc le BGP, en fait, c'est un protocole qui va vous servir à faire du routage dynamique directement entre votre
composant AWS, réseau et votre data center. Par contre, il y a deux points forts à respecter. Vous devez absolument gérer le BGP on-premises, c'est-à-dire que vos équipements sont déjà prévus pour le gérer. Il y a une autre partie qu'il faut voir, en fait, c'est que si vous mettez, en fait, si vous commencez en fait à arriver sur AWS et que vous mettez ce VPN-là en statique, plus tard, si vous voulez intégrer en fait une liaison direct connect et passer en failover automatique, ben, le failover automatique, il s'appuie sur le BGP. Si vous êtes en statique, vous aurez une priorité de votre connexion VPN sur votre direct connect et c'est pas ce que vous voulez avoir en fait. Vous, quand vous avez un VPN, un direct connect à 10 gigas, vous voulez qu'il prenne le plus de flux possible et pas que ça soit une connexion donc à 1 giga 25 parce que tous les VPN sont limités à une connexion de 1 giga 25 qui est une priorité sur ce lien-là. Il faut vraiment que on le prévoir dès le début pour éviter d'avoir à refactorer en fait l'architecture ou à recréer l'architecture. Donc les avantages aussi de cette partie VPN et pas des moindres, donc c'est qu'il gère le protocole d'authentification IKEv2, mais aussi il permet en fait de faire un tunnel IPsec. Donc nativement, vous avez entre vos matériels réseau on-prem et AWS un tunnel IPsec dans lequel passent vos données. Voilà, ce qui n'est pas possible nativement avec un Direct Connect. Architecture Direct Connect. Donc, ce qui est important de voir, donc il y a plusieurs types d'architecture Direct Connect en fait. Vous avez deux grandes familles, pardon. Les familles qui sont, on va dire, la famille dédiée. Donc là, vous avez une connexion qui vous est dédiée en fait, qui est rattachée à votre data center, et vous avez une possibilité d'avoir une connexion dite hébergée. Donc les connexions hébergées, elles permettent d'avoir chez un provider de prendre une partie en fait de la bande passante d'un Direct Connect, lui est en train de gérer. Ah, vous voyez pas mon PPT, on me dit. Alors attendez. Hop. Je vais essayer de régler ce problème technique. Alors, shared screen, ça marche. Ouais. Et normalement, vous devriez voir mon PowerPoint, non? Hop. Et si je fais ça, peut-être? Est-ce que c'est bon, là? Vous voyez le PowerPoint? Ah, purée. C'est dommage, quand même. Bon, 2 minutes, je vais essayer de régler ça. Bon, du coup, désolé pour ce contretemps et ces latences. C'est pas prévu. Hop, du coup, bon, ça, je vais repasser au point où on en était. Donc, la site-to-site classique, donc on disait Customer Gateway, connecté à une Virtual Private Gateway, et après le routage via les routables. En rajoutant la Transit Gateway, ben là, ça nous permet d'avoir une seule connexion directement sur un point central unique qui permet de gérer le routage uniformément sur l'ensemble de nos différents VPC. Voilà, avec une connexion de 1,25 gigabits pour la connexion. Donc la partie Direct Connect, donc là, l'avantage, c'est que donc il y avait deux types de Direct Connect, comme je disais, la partie en mode hébergé ou la partie en mode dédié. Là, je vais traiter surtout la partie mode dédié, parce que c'est un lien comme ça, quand on a des problématiques de maîtrise de son infrastructure de bout en bout, on sait qu'on a un lien physique fibre qui est dédié, qui peut soit 1 giga, soit à 10 gigas. Si ça ne va pas de 1 à 10, et vous choisissez soit 1 gigabit, soit 10 gigabits.
Quand vous allez aller faire la demande sur le site, vous aurez comme ça la possibilité de faire ce choix. Mais j'ai mis un petit extrait de la tout à l'heure. Donc il y a aussi une autre option en fait. Voilà, quand on a un opérateur qui peut être Equinix ou qui peut être Interxion, à partir du moment où vous choisissez en fait la plaque et la région dans laquelle vous connectez, vous allez avoir un choix de providers qui vont vous permettre de raccorder votre data center à une user cage en fait qui vous sera mis à disposition par AWS. Pour ce faire, vous allez devoir dans un premier temps configurer en fait une virtual interface qui va être reliée à votre infrastructure réseau et une transit gateway association qui va vous permettre justement de faire le lien entre la direct et la gateway via la virtual interface. Donc les virtual interfaces, vous avez trois types, privé et un public. Donc vous avez la publique interface qui, elle, vous allez pouvoir la mettre en place si vous avez besoin d'accéder à des services AWS de type S3 ou DynamoDB directement depuis le on-premises. Si vous ne faites pas cette connexion-là, vous ne pourrez pas vous connecter via la CLI, par exemple, en passant par votre Direct Connect. Vous serez automatiquement rerouté par les endpoints publics de ce service-là qui passeront par vos ou par votre connexion FAI normale. Voilà. Donc un conseil, déclarez une public virtual interface pour ces services-là, et sachant que vous devez aussi déclarer la transit virtual interface, et vous pouvez en déclarer qu'une seule par Direct Connect. Voilà, c'est une des limitations. Donc au niveau des limitations, parce que c'est très important, en fait, je passe un peu de temps dessus, je suis désolé par rapport au retard. Donc vous avez justement pour avoir le failover automatique. Donc là, il faut que on-prem soit configuré pour pouvoir recevoir les routes de manière automatique et les diffuser, et à l'inverse, diffuser des routes du LAN à l'infrastructure AWS via ce protocole-là. Il y a une petite subtilité quand on l'a mis en place, c'est que le routeur en fait, qui est connecté directement sur AWS, vous devez quand même lui déclarer une main route statique. C'est-à-dire que si votre adressage il est 10.0.0/16, il faut qu'il soit quand même physiquement mis dans la table de routage de ce routeur-là pour qu'il puisse être propagé sur AWS. Voilà. Ça ne se fait pas de manière intuitive. Il faut qu'à un moment donné, même si vous avez votre cœur de réseau qui est en BGP et qui pousse les règles, il faut que le routeur qui est connecté directement à AWS et cette main route-là donc comment ça fonctionne, c'est qu'une route en /16 va englober l'ensemble des routes de plus petit niveau. Voilà. Donc un conseil, même quand vous allez faire les règles de routage à l'inverse, quand vous allez diffuser en fait votre routage AWS, vous allez choisir un adressage en /16 ou plusieurs adressages en fait conséquents qui vont vous permettre de sous-découper en fait des VPC. Donc mettez directement la plus haute range dans le routage parce que vous êtes limité à 20 règles BGP qui permettent de router votre environnement AWS vers votre LAN. Donc ça, c'est une limitation que vous ne pourrez pas bouger dans tous les cas. Si jamais vous allez au-delà de cette limitation, il faudra remonter une nouvelle infrastructure Direct Connect et dupliquer l'infrastructure. Donc par contre, si vous déclarez une route plus petite, ça va rendre inopérante le plus haut niveau. Voilà. Les routes plus petites sont toujours prioritaires par rapport à une route globale, et dans ce cas-là, c'est contre-productif. Donc faites très attention quand vous faites la première configuration, de bien prendre la région de plus haut niveau que vous avez. Une autre limitation, c'est que vous n'avez pas de chiffrement natif du flux. Voilà, vous n'avez pas d'IPsec directement sur le Direct Connect. Si vous voulez mettre en place du chiffrement, il va falloir prendre des équipements spécifiques et faire un lien physique. Gérer vous-même. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de gestion du flux chiffré natif sur le Direct Connect. Par contre, il y a du coup, c'est au niveau performance, vous avez
de très très bonne performance sur un lien dédié. Vous arrivez directement à Edge sur le réseau AWS. Sur un lien, bon, voilà, on privilégie plus le côté performance. Mais sachez que si vous en avez ça va vous demander de monter une infrastructure spécifique. Dans les limitations, vous avez 50 virtual interfaces par port physique, mais je mets bien l'accent. Par contre, vous pouvez mettre qu'une virtual interface pour la Transit Gateway par lien physique. Donc la console Direct Connect, pour vous la présenter, mais voilà, donc vous allez aller sur connexion, vous allez demander une connexion. Ça se passe LOA, en fait, ça va AWS va vous dire où est-ce que vous allez être raccordé. Ce fichier-là, vous allez le transmettre à votre fournisseur d'interconnexion avec Direct Connect afin qu'il puisse faire le lien entre le data center et la cage qui vous est réservée. Comme je disais, ce qui est très important quand vous mettez en place, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites du VPN site à site et du Direct Connect, sachant que si votre Direct Connect tombe, le VPN site à site prendra le relais si et seulement si vous l'avez configuré en BGP. S'il est configuré en statique, c'est une opération manuelle et en plus il prendra le pas sur le Direct Connect qui lui est obligatoirement configuré en BGP. Voilà, si vous n'avez pas de BGP, vous ne pouvez pas demander Direct Connect aussi, c'est important à savoir. Un point très important, vous pouvez aussi mettre 2 Direct Connect ou plusieurs Direct Connect en fait en failover. Là, il y en a 2 avec le VPN, etc. Mais vous pouvez aussi en mettre plusieurs pour gérer en fait la redondance suivant votre architecture et suivant vos data centers physiques et les possibilités qu'il y a. La partie la plus importante, une fois que vous avez fait l'interconnexion avec votre LAN, que vous avez créé votre public vif qui permet d'accéder directement au service AWS via le Direct Connect, donc ce qui a pour avantage de vous payez pas en fait tout le flux qui rentre, vous payez juste ce qui est sortant mais à tarif préférentiel. Donc vous avez un coût fixe par mois, cependant les flux de données qui sont récupérés, que vous récupérez en fait, vous coûtent moins cher que si vous les récupériez directement via une Internet Gateway. Donc l'idée pour pouvoir communiquer, donc là il y a 2 types de DNS sur des endpoints DNS sur AWS, les inbound et les outbound. Là je vais traiter juste des outbound, c'est-à-dire que vous êtes raccordé à votre LAN et vous voulez en fait discuter avec les DNS de votre data center. Donc là, c'est tout ça. C'est relativement simple. Donc il y a une configuration, on va dire, décentralisée qui permet sur chaque VPC de définir un outbound DNS endpoint sur lequel vous allez pouvoir définir des règles. Donc vous allez dire tel domaine DNS sera forwardé sur mon DNS du LAN et le reste, il utilisera en fait les serveurs DNS d'AWS comme il le faisait. Vous allez juste exclure certaines requêtes qui seront dédiées. En fait, vous n'allez pas les exclure, vous allez les dédier. Enfin, vous allez router vers votre serveur de DNS on-prem en le déclarant au travers de règles qui interagissent sur ce DNS solver. Voilà. Donc, on fait du forward, on forward les DNS qu'on a identifiés sur le on-prem. Il nous répond une adresse IP et on peut communiquer directement en DNS avec nos infrastructures on-prem. Donc, j'ai essayé d'aller un peu plus vite. Donc, du peering à la Transit Gateway. Donc là, l'idée, c'était, voilà, si vous voulez utiliser et réfléchir sur vos routages inter-VPC, quand vous allez mettre en place le service AWS Transit Gateway, donc il simplifie le réseau, vous allez avoir plus de possibilités de monitoring en fait liées à vos flux. Par contre, avant de le déclarer, il faut avoir une petite réflexion d'architecture, donc à savoir au sein de la landing zone, à quel endroit est-ce que vous allez déclarer votre Transit Gateway. Quel est l'endroit le plus pratique, voilà. Donc souvent, plus facile de le mettre sur un compte, donc ça peut être un compte network ou un compte share services sur lequel on fait arriver le direct connect, tout simplement parce que ça nous évite de faire un partage de transit gateway. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne juste après, mais l'idée c'est de centraliser un peu un cœur de réseau, ou alors si vous devez déployer un share VPC sur lequel il y aura beaucoup de connexions, le fait qu'il soit localisé sur le même compte AWS peut faciliter des fois la gestion en rapport
avec vos rôles respectifs suivant les équipes qui doivent intervenir dessus. Donc, au niveau de la définition donc, de Transit Gateway, ce qui est très important aussi, c'est de valider en fait les différents CIDR blocks que vous allez mettre en place à la fois sur vos VPC et sur le LAN. Il ne faut pas qu'il y ait de overlapping, dans tous les cas, c'est du routage, donc deux réseaux qui ont le même adressage ne peuvent pas discuter entre eux, ce qui est logique. Par contre, comme vous allez peut-être devoir gérer de 1 à 100, voire 1000 VPC, il faut que vous ayez vraiment une architecture réseau en termes de CIDR bloc global, mais aussi en termes de subnet et de sous-découpage qui soit clair. Excusez-moi. Oui, oui. Ah, il y a un écho maintenant. C'est pas possible, on va y aller. Comment je peux résoudre ça? Hop. Mais tu m'entends là? Oui, c'est bien parti, on va y arriver. Merci. Hop. Bon, on va continuer. Bon, je vais voir toutes les misères du monde aujourd'hui. Alors, bon, espérons que vous n'ayez pas d'écho, je suis vraiment désolé. C'est bien dommage parce que le sujet est quand même intéressant. Donc j'en étais où? Oui, donc bien découper en fait ces CIDR blocs de manière globale et bien anticiper l'avenir en fait, ou prévoir des ranges globales que vous pourrez additionner en slash 16 au fur et à mesure de vos découpages. Mais ce qui est aussi important, c'est ne serait-ce que même si le découpage global en fait de votre range d'adressage, quand vous allez vouloir en fait l'industrialiser, il va falloir qu'il y ait une méthode de découpage en fait plus ou moins mathématique qui va vous permettre de l'industrialiser. Et c'est pareil au niveau de vos sous-réseaux. On va en parler un peu tout à l'heure, mais il va falloir que vous ayez en fait, vous savez que vous sachiez en fait si vous avez besoin. Oui. Hop, hop. C'est bon? Ouais. Et là, quand je switch. Enfin, Ah, mais c'est quand même. J'ai rien changé de plus. Hein.
Bon, on va continuer comme ça, tant pis, je la déroule et puis. Tant pis. Mon PC, il est coupé. Hein. J'ai pas d'écho, moi, en fait, je m'entends pas. Hein. J'ai pas d'écho, je m'entends. Enfin, quand je m'entends, j'ai pas d'écho de mon côté. C'est bizarre que vous avez une idée, quoi. Chrome, hop, je vais les quitter comme ça, bien sûr. Mais là, ouais, non, j'ai qu'un onglet. J'ai rien d'autre ouvert à part Safari et la compte. Hein. Ah, tu veux que je refasse tout sur Chrome? Parce que tout à l'heure, sur Chrome, on n'arrivait pas à avoir le partage. Hein. Ok, ouais. Bon, en espérant que quelqu'un aura compris quelque chose. Alors, et après, il faut tenir compte, bien sûr, de la limitation du service. Donc, classiquement, avant 2018, du coup, on faisait quoi? On faisait du peering. Donc, le peering inter-VPC, ça fonctionne comme ça. C'est qu'un VPC A veut se connecter avec un VPC B, on fait un peering. Un VPC B veut se connecter à un VPC C, on fait du peering. Et comme c'est pas transitif, bah, si VPC A veut communiquer avec VPC C, bah, il faut aussi faire un lien de peering. Donc, on multiplie les liens inter-VPC tout en manageant en fait des tables de routage et une infrastructure qui devient vite hyper complexe à manager quand on a une infrastructure multi-compte et multi-environnement. Du coup, par contre, l'avantage, et ça on peut, l'avantage indéniable de cette solution-là, c'est que ça a un faible coût. Quoi. Donc si vous avez deux VPC, ça sert à rien de sortir une transit gateway. Le peering marche bien. Quoi. Mais c'est vite fait compensé par le fait qu'il faut une personne qui arrive à gérer l'ensemble des VPC en multi-compte et que donc le coût que l'on gagne sur les infrastructures, on le perd. Du coup, l'arrivée en 2018 de Transit Gateway, donc il y a un routeur régional, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça permet donc toutes les VPC à l'intérieur d'une même région euh, dans une limite de 5000 attachements en fait, hein, donc ce qui est énorme. Peut être routé entre eux de manière transitive. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de mettre des liens sur l'ensemble des VPC. Je relie tout à la Transit Gateway et la Transit Gateway, elle, est capable de, en tant que routeur logique, de faire communiquer VPC avec VPC-B à partir du moment où je l'ai autorisé et que j'ai propagé sa règle de routage et son CIDR block dans ma table de routage de la Transit Gateway. Donc il simplifie énormément la gestion des connexions au réseau complexe. Par contre, il est régional. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la connexion interrégion, vous devez avoir un autre direct connect dans une autre région, par exemple, avec une autre transit gateway et relier les deux transit gateway ensemble, voilà, pour qu'elles puissent communiquer. Une transit gateway ne pourra pas router un trafic sur un VPC d'une autre région. Elle est localisée au sein même de sa propre région. Donc vous aurez un nombre maximum de routes qui peut être géré de 10 000 et un nombre de tables de routage maximum à 20, mais cependant on peut très bien augmenter, voilà, c'est une soft limite, donc les 20 tables de routage par transit gateway sont à tout moment upgradables. Si vous avez besoin d'avoir 30 tables de routage, il n'y a aucun souci, vous faites un support case et vous upgrader. Donc quelque chose qui est intéressant aussi à savoir, c'est que en fait la vitesse inter-VPC va jusqu'à 50 gigabits. Voilà. On passe par le réseau AWS inter-VPC, le service est managé par AWS. Du coup, ça nous permet d'avoir des très hauts débits inter-VPC.
Un point particulier, donc quand vous allez mettre en place, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, votre architecture redondée, donc votre failover, site ou site VPN Direct Connect ou Direct Connect Direct Connect, il va falloir que vous partagiez, donc déjà avec RAM, il va falloir que vous partagiez votre Transit Gateway. Elle est présente dans un compte sur lequel vous l'avez déployé et configuré. Par contre, pour que vous puissiez, dans un autre compte AWS, connecter en fait et attacher à cette Transit Gateway, il va falloir la partager avec le service AWS RAM. Une fois donc ça marche comme ça en fait. Vous partagez, donc si vous avez un nouveau compte que vous voulez rattacher, vous allez d'abord partager la Transit Gateway. Quand vous allez déployer votre VPC, vous allez, une fois que vous avez déployé votre VPC, vous allez l'attacher à l'attachement de la Transit Gateway. Et l'attachement, par contre, il est lié à un subnet. Et il a besoin, lui, il ne va pas s'attacher à un VPC en fait. Il va s'attacher à un subnet par availability zone que vous voulez router. C'est-à-dire que sur Paris, il y a 3 availability zones. Vous allez lui mettre 3 sous-réseaux en attachment qui vont permettre de router l'ensemble de l'availability zone en fait. Même si vous avez choisi le réseau public, vous pourrez aussi faire du routage sur le subnet privé ou applicatif suivant ce que vous avez défini dans vos designs. C'est pour ça que c'est que si vous avez par exemple un subnet public qui est là optionnellement et qui n'est pas la norme, il faut vous aurez toujours un subnet minimum qui lui sera toujours présent. Donc l'attachement, je vous conseille de le faire dessus. Afin de pouvoir industrialiser aussi, vous savez très bien par rapport à vos tags, vous allez pouvoir ressortir en fait la valeur de ce subnet là et pouvoir l'attacher automatiquement à votre Transit Gateway. D'où l'importance en fait d'avoir une vision claire et des normes en fait pour l'industrialisation des normes de réseau. Voilà, et après c'est pareil, donc là on parle de Transit Gateway, de routage, etc. On s'aperçoit aussi que suivant les clients, on a besoin de renforcer la sécurité. Donc on va mettre en place des networks ACL et on va autoriser des flux suivant les types de subnets où on va autoriser des ranges IP à communiquer entre, entre le LAN et nos environnements AWS ou AWS, on peut aussi le faire via des tables de routage en fait sur la Transit Gateway. On peut faire une table de routage et séparer par exemple une table de routage de non-production avec une table de routage de production et faire en sorte que les VPC de non-production ne puissent jamais communiquer avec les VPC de production. Donc c'est un peu plus centralisé et vous pouvez bien sûr renforcer la sécurité en effectuant les deux types de configuration. Alors pourquoi utiliser Terraform? Donc, Terraform, on va dire, c'est l'immutabilité, la répétabilité, etc. Mais là, ce qui va nous intéresser justement dans Terraform, c'est là où c'est intéressant, c'est pas vraiment ça en fait. Ce qui va nous intéresser, c'est le fait d'avoir une configuration un peu centralisée. On va pas avoir besoin, quand on met en place une Transit Gateway, on va pas spécialement avoir besoin de créer un module Terraform. On va pouvoir créer les ressources et après on va gérer en fait quand on est en BGP, je le rappelle, on va pouvoir gérer des routes dynamiques avec de la propagation. On pourrait gérer aussi des routes statiques dans certains cas. À partir du moment où vous avez du BGP, vous pouvez aussi forcer des routes statiques pour forcer un routage bien particulier sur des machines qui ne sont pas dans le même adressage, par exemple, de votre VPC que vous voulez en fait faire communiquer avec votre LAN. Ça, c'est un cas bien plus complexe et bien séparé, mais on peut le faire aussi. Donc, ça va être plus pour ça, ça va être plus un facilitateur de gestion de configuration, quelque part. Même si jamais, voilà, tout le reste est vrai, on pourra dupliquer, mais vous êtes quand même attaché sur la partie Direct Connect, entre autres, à un lien physique dans un rack, en fait, qui est chez AWS, voilà. Donc, si vous voulez le déployer ailleurs, il va falloir aussi refaire une nouvelle demande chez un nouveau fournisseur, vous aurez un nouvel identifiant, voilà, c'est pas variabilisable, quoi. Donc, la structure que je vais vous soumettre et que je conseillerais en fait, voilà, c'est ce qu'on a mis en place. C'est deux layers. Un qui va gérer la partie Direct Connect et un qui va gérer la partie Transit Gateway. Voilà, ces deux layers peuvent être du coup Terraform peuvent être exécutés l'un après l'autre, tout en gérant les valeurs d'output d'un des layers qui deviennent les inputs du second.
Donc, ils peuvent être à la fois interconnectés mais séparés. Et par rapport à la lisibilité de la gestion, voilà, quand je vous explique un peu pourquoi, mais quand on met en place le Direct Connect sur la Transit Gateway, on va créer une table de routage qui est liée à ce Direct Connect là. Du coup, vous allez pouvoir directement, vous, en lisant dans votre table de routage du Direct Connect, qui sera gérée dans le layer Direct Connect, en fait, voir tout ce qui passe par le Direct Connect. Et si vous avez besoin d'enlever un lien ou d'enlever une connexion, vous avez juste à supprimer une ligne, réappliquer votre Terraform et vous avez coupé en fait la connexion Direct Connect sur ce VPC-là sans couper le routage inter VPC sur AWS. Et de la même manière, sur le layer Transit Gateway, moi je vous conseille donc pareil de faire le fichier main qu'on va voir un peu, hein, où on va détailler en fait les différentes ressources, les variables, ça c'est vous qui les gérez suivant votre niveau de variabilisation. Les outputs vont faire des références par rapport à tout ce que vous allez se demander pardon, sur les autres layers. Et après, ce que je vous conseille sur ce layer-là, c'est si vous faites plusieurs tables de routage par projet ou plusieurs routes par projet, c'est de sortir justement dans des fichiers Terraform différents par projet. Comme ça, si vous avez un souci, vous devez décommissionner un projet, vous avez juste à supprimer en fait ce fichier-là. Euh, et vous avez décommissionné en fait l'ensemble de l'infrastructure de routage sur la Transit Gateway. Donc j'espère que vous y voyez. Donc comment ça marche un peu, donc le main file pour notre layer Direct Connect. Quand vous allez créer un Direct Connect, en fait, vous allez juste avoir une ressource qui s'appelle AWSDX Connection. Vous allez lui donner un nom. Ce nom-là, vous allez le garder parce que vous allez, ça sera une référence sur les différentes autres types de ressources qui ont besoin du nom de l'ID de cette connexion. Donc vous allez définir en fait la bande passante, 1 giga ou 10 gigas, et la localisation, par exemple là, EQPA3, c'est Equinix, et c'est le data center PA3. Chez Equinix à Paris, il y a PA3, PA4, et PA3 est équipé en fait directement de la terminaison AWS. Du coup, vous allez devoir le sélectionner. Bon, ça, vous ne l'inventez pas, c'est AWS qui vous donne la correspondance en fait. Suivant le site que vous allez choisir, vous aurez la correspondance. Une fois que vous avez donc créé votre ressource Direct Connect, vous allez devoir créer la Direct Connect Gateway. Donc là, c'est pareil. Vous avez vraiment une ressource spécifique. C'est pour montrer que c'est relativement simple. En fait, ça tient en une demi-page de paramétrage. Il n'y a pas de complexité à mettre en œuvre. Par contre, dans la partie là, que vous voyez Hello préfixe sur la partie Direct Connect Gateway Association, donc bien sûr, hein, vous allez donner la Gateway ID que l'on a définie juste au-dessus. Donc, il faut bien spécifier une valeur ASN pour le BGP qui va permettre en fait de gérer le routage sur AWS. Donc là, vous avez la partie Amazon et en dessous, vous avez la partie on-premises qui permet, elle, de communiquer avec les routeurs BGP de votre. Un truc qui est important, c'est les hollow préfixes. Les hollow préfixes, je vous disais en fait, c'est même si jamais vous utilisez la 10.10.10.0/24, enfin voilà, si vous avez prévu d'utiliser une range globale en /16, elle se suffit en elle-même et elle intègre toutes les plus petites ranges. Donc là, c'est ce paramètre-là où vous pourrez mettre que 20 routes maximum et vous ne pourrez pas outrepasser cette valeur-là. Donc dès le départ, faites bien attention, gardez la valeur la plus haute possible. Donc une fois qu'on a notre Direct Connect Gateway, donc la VIF, elle va permettre la connexion avec les routeurs aussi du LAN. Donc on va demander à l'équipe réseau en fait qu'elle nous donne l'ID de VLAN en fait qu'on veut attaquer, le BGP, donc la valeur BGP qu'ils utilisent, et on va la déclarer. Donc vous verrez en fait quand vous allez établir la connexion depuis le LAN vers AWS, vous allez avoir un lien qui va passer en up directement. Donc après en dessous, c'était pour vous montrer donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va donc créer pour le Direct Connect. On pourrait bien le faire dans l'autre layer, mais moi je conseille de
tout ce qui est Direct Connect reste dans le layer Direct Connect. Donc, on va créer en fait l'attachement à la à la Transit Gateway directement. Donc on va faire appel aux commandes data pour aller chercher l'output que le Transit Gateway ID qu'on aura géré avec notre compte. Et on va définir une table de routage spécifique qui va nous permettre justement de centraliser l'ensemble des VPC qui vont avoir besoin d'accéder au LAN. Voilà. Donc là, on va faire une main route table pour la partie accès au LAN et on mettra donc par propagation, vu qu'on est en automatique, on n'aura pas besoin de définir statiquement, on va juste propager nos routes sur cette table de routage. Donc c'est fait en 5 minutes, quoi. En 5 minutes, vous allez pouvoir connecter un VPC à votre LAN une fois que la solution sera établie. Donc c'est tout simplement, on va associer donc la table de routage. Donc là vous voyez hein, Transit Gateway Attachment ID et la table de routage. Donc on associe tout ça et on fait une propagation. Donc toujours en fait, c'est ça, c'est une petite subtilité que je vais vous montrer. Quand vous voulez propager en fait une route de VPC, il faut quand même se la propager sur soi-même en fait. Donc vous créez une table de routage sur votre VPC et vous allez vous propager sur vous-même pour pouvoir qu'elle puisse être diffusée. Donc là, c'est un exemple de fichier de propagation. Donc c'est pour ça que je vous encourage à sortir en fait l'ensemble des propagations dans un autre fichier. Bon après, ça sera suivant comment vous voulez le gérer, mais au final, voilà. Donc l'idée, c'est que vous avez juste quand vous voulez, je veux connecter mon Direct Connect à mon remote VPC ou VPC1, VPC2, VPC3. J'ai juste en fait à faire une propagation de mon Direct Connect vers mon VPC et de mon VPC vers mon Direct Connect à l'inverse. Donc, Transit Gateway, sur du VPC, il faudra qu'on puisse le faire connecter aussi au Direct Connect. Et en dessous, vous avez juste un exemple de route statique. Voilà. Juste pour vous montrer ça. En haut, on est en BGP, on est en propagation automatique. En dessous, on a forcé en fait une route statique. Donc, on peut aussi forcer des routes statiques, comme je l'ai dit, pour des besoins bien particuliers. La partie layer Transit Gateway, donc là, c'est pareil, on définit. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, par contre, faites attention, les défauts de routable association, défauts routable propagation, etc. C'est en gros, si vous voulez pas avoir à lancer une réponse en disant oui, je l'autorise, on peut faire de l'auto-accept en fait. Donc dès le départ, paramétrer la bonne valeur, parce qu'après, une fois qu'elle est paramétrée, vous ne pourrez pas toutes les changer sur l'auto-accept. Donc voilà. Nous, de notre côté, on a utilisé le principe justement d'auto-access parce que c'est nous qui gérons l'ensemble des VPC pour l'ensemble des comptes existants chez notre client. Donc on est les seuls à avoir les rôles pour le faire. Après c'est à vous de voir suivant ce que vous avez besoin. Donc quelle heure il est? Hop. Donc là, pour le RAM name, je sais pas si je vous ai mis un exemple, peut-être après si dans les variables je vous ai mis un exemple. Ça va vous permettre en fait de partager l'ensemble des ID, donc de partager pardon la Transit Gateway et de créer un attachement ID spécifique par VPC suivant les types de comptes sur lesquels vous l'avez partagé. Quoi dire de plus sur cette partie-là? Donc ouais, on fait toujours une table de routage association. Donc, ce que je vous ai dit, hein, on crée la table de routage donc là pour la Transit Gateway. Donc j'ai une table de routage minimum pour le Direct Connect, une table de routage pour ma Transit Gateway, et je peux aller donc faire, je pourrais imaginer de faire une table de routage pré-prod, une table de routage prod, ou de faire X tables de routage par projet, et à chaque fois donc j'aurai ce create route table, cette association, Gateway association, Gateway route table association, pardon, et la propagation. C'est vraiment les trois choses qui reviennent cycliquement en fait. Donc dans un projet, voilà, on le revoit, donc on se retrouve, on crée la table de routage pour ce projet si on en a besoin d'une spécifique, ou on l'intègre dans celle de la Transit Gateway, on fait l'association, on fait la propagation, et la dernière, on fait la propagation vers le Direct Connect, parce que il faut le faire côté Direct Connect, mais aussi côté VPC vers Direct Connect, et une fois qu'on a fait ça, ben, on peut dialoguer donc dans les deux sens avec notre LAN. Les variables, ouais, c'est juste pour montrer la RAM principale qu'on a créée. Voilà. Donc là, dans le default, vous pouvez créer une liste, toute une liste en fait, d'account ID sur lequel vous allez gérer directement
votre transit gateway. Voilà, donc vous pouvez aller sur, si vous avez 15 comptes, vous rendez de comptes et vous les chérez. Et il faudra toujours le faire préalablement avant de faire l'attachement de vos VPC. Voilà, bon, mais désolé pour toutes les contraintes techniques. J'espère que vous m'avez compris, que vous m'avez entendu un petit peu. Voilà. Donc, pour une première, c'était un petit peu chaotique de mon côté, mais bon, ouais, la prochaine fois, ça sera mieux. Donc, je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, on a déjà dépassé l'heure. Je vais peut-être prendre 1 ou 2 minutes pour répondre à des questions si vous en avez, et si vous êtes encore là. Sinon, ben, on clôturera la conférence.